Excellence, Monsieur Célestin Do, parrain de la deuxième édition du conclave OER en Suisse. Excellence, Monsieur le Président du Forum, Monsieur le Président du Comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les Présidents et responsables des associations OER ici présents, Mesdames et Messieurs, je voudrais prendre la parole en tant que premier interlocuteur et premier conférencier pour tout simplement rappeler que hier, l'honneur nous était revenu, comme nous le disions, d'annoncer un sujet. Et ce sujet portait essentiellement sur le thème qui s'intitulait « Forces et faiblesses de la diaspora » OER dans le processus de développement des régions de Cavally et du Guéon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons fait une précision préalable. C'est que nous ne sommes pas venus à un rendez-vous où nous attendions donner, mais plutôt à un rendez-vous où nous attendions recevoir, dans la mesure où le sujet qui était soumis à notre réflexion était strictement riche et donc au-dessus de notre modeste tête. C'est pourquoi nous avons dit, étant donné que nous sommes devant un public aussi riche, étant donné que nous sommes devant un intellectuel dont nous apprécions à sa juste valeur de contenu de leur valeur intrinsèque, nous avons essayé de présenter dans un premier temps les forces qui peuvent constituer tous les OER de l'étranger. Nous avons énoncé une liste que nous n'avons pas trouvée exhaustive, mais que nous pensons qui pouvait être complétée par l'Assemblée et voir au-delà. Ensuite, nous avons présenté les faiblesses. Alors, quand nous avons essayé de comparer les deux, les forces et les faiblesses, peut-être que nous avons une insuffisance intellectuelle. Nous en convenons. Mais nous avons trouvé que les faiblesses qui nous caractérisaient au niveau de la diaspora étaient plus importantes que nos forces. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il est nécessaire que nous proposions qu'il nous faut davantage nous serrer les rangs, qu'il nous faut nous mettre au-dessus de toutes les considérations individuelles, voire même du groupe, et que nous allions au-delà de toutes ces considérations pour pouvoir prendre un exemple sur ceux qui sont même la valeur sémantique du mot diaspora. Parce qu'en fait, les diaspora, ce mot n'a de sens que par rapport au peuple juif, par rapport à la dispersion du peuple juif dans le monde entier. Donc, ceux même par qui le mot a puisé son étymologie devraient nous servir d'exemple. Et pour cela, nous avons besoin de constituer et davantage cette force qui se met au-dessus de toute force individuelle pour que ensemble nous voyons l'horizon. Docteur Sérédier. Docteur Sérédo. Oui, je vous appelle docteur. Et je me refuse d'ajouter le mot parrain. Je le dis tout simplement parce que ce dont nous sommes en train de débattre est ce qui constitue pour vous ce pourquoi
vous êtes le spécialiste. C'est pourquoi je pense humblement que votre rapport ici doit être pour nous une nécessité. Pas important, mais une nécessité. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir des atouts de pouvoir tenir ce sujet jusqu'au bout. Chers parents, monsieur le représentant de... Allô? Asso. Monsieur le représentant de son Excellence, monsieur l'ambassadeur, je voudrais faire une précision pour ne pas que cela vous choque outre mesure. La dernière fois que nous nous quittions hier soir ici, j'ai été interpellé par un groupe de dames. Elles m'ont dit ceci, mais pourquoi nous nous retrouvons et que nous n'avons pas pu parler le ouais? Je leur ai répondu qu'aujourd'hui, puisque vous doutez que nous savons parler le ouais, on va tenter de parler le ouais. Donc par moment que cela ne vous intrigue pas, que nous parlons de ouais. Alors nous avons un slogan. Il y a quelqu'un qui sait très bien le lancer. Je vais lui permettre de pouvoir lancer ce slogan. Merci beaucoup. Bon, là, blog de hier, on a bon à tout de là, de blog là, mais. Des non moins que tu es que il y a des ou il y a des apôtres, il y a des sangs, blog à l'idée, tu es idiot, c'est un sang lui non consommé. Mais pas ça sang blog, dans blog il y a ouais, il y a trois sangs au niveau mal ouais ou pour. Vous pouvez ouais pour nous coller. Quand on a annoncé docteur, j'ai foi que Dieu ne prouve pas inutilement un peuple. S'il le prouve, c'est pour pouvoir tester sa foi et puis de lui faire émerger une autre foi. Alors, après avoir fait donc ce parcours, ou bien ce regard, se présenter ce regard synoptique sur mon intervention d'hier, je répète ici encore une fois, parce que convaincu de ce que tous nos parents nous ont laissé dans les proverbes. Le peuple ouais trouve sa force, trouve tout dans l'émotion. C'est dans l'émotion que le ouais trouve ses forces. C'est dans l'émotion que le ouais trouve sa pitié. C'est dans l'émotion qu'il trouve ses faiblesses. Il a beau être pauvre. Vous allez le trouver en tant que chef de famille. Mais il suffit tout simplement que Bléglayo de tout, au lieu de tout, mais là, il a o tuo gwedu e blie do cha do de bo pa gwedu o za ye bli o ye pro no bo se de blie gwenye emi ni nyodi emi ni onche emedie we o gweyo tu gwe ti bie wo gwe ma gwe di wo be ma gwe wo gwe ma gwe di we o pa ken wo gwe ma gwe di e ouais, donc des vieilles ouais, fiers, mais puis il y a dans l'émotion. Parce que le français ne pourra pas tout traduire. Comme toutes les autres langues ne peuvent, aucune langue ne peut traduire toutes les réalités de toutes les autres langues. C'est pas possible. C'est ce qu'on appelle l'émotion. Donc c'est dans l'émotion, c'est toute notre force et notre faiblesse. Alors, je suis arrivé donc, après avoir présenté ce que je vous avais présenté,
après analyse, je vous ai dit que j'ai fait un rêve. Et j'insiste sur ce rêve. Parce que je ne crois pas du tout à une quelconque réussite d'une action sociale au nom d'un groupe sans la force. Ce n'est pas possible. Il n'y a que dans l'individualité qu'on peut évoluer pour des intérêts personnels. Mais quand il s'agit de pouvoir agir au nom d'un groupe, il faut l'adhésion de ce groupe. Il faut qu'il y ait une certaine homogénéité de ce groupe. Autrement dit, tout ce qu'on fait d'être voué à l'échec. On en a suffisamment parlé hier. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il y a d'autres questions, on peut y revenir. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. Mais ce que je veux dire, c'est de vous répéter ce matin le même rêve. Ce rêve, c'est de nous voir ensemble. Tous les ouais, quel que soit de notre issue, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit où nous sommes, de penser que tous les ouais se réunissent sous un chapeau. Quelles que soient nos associations, nos groupes, nos individualités, qu'on dise dans le monde entier que les ouais ont un chapeau. Et ce chapeau, on peut l'appeler n'importe comment. Mais moi, je me propose de dire que c'est le Haut Conseil des ouais de l'étranger. J'insiste, parce que ce rêve, je veux qu'on le partage ensemble. Chers parents, donc après avoir survolé de manière succincte tout ce qui a été dit hier, c'était une conférence, on ne peut pas y revenir. J'ai tout simplement présenté les forces et les faiblesses. J'ai présenté mon approche. Et pour finir, j'ai donc exprimé ce rêve à tout le monde. Et pour ce rêve, je continue de croire que ce rêve peut être entendu. Et si tel n'est pas le cas, je continue de dire tous les ouais de l'étranger unissons-nous. Je vous remercie. De cordialité, mais surtout de savoir, d'élévation. Il me plaît vraiment de faire un effort d'être aussi d'une intervention, compte tenu du sujet qui fut le mien hier, sur la problématique du foncier rural, relevant notamment du domaine coutumier. Comme je vous ai dit, il est un peu difficile de traduire le droit en guéré, donc ça sera un peu difficile pour moi de parler, de commenter certaines assertions en guéré. Soyez indulgents. Je pense même qu'un jour, on arrivera à parler de droit et de mathématiques en guéré, parce que c'est juste une question d'organisation. On a les savoir-faire, on a des linguistes qui ont fait des travaux remarquables dans ce sens. Il y a juste, comme le disait mon frère, une question d'organisation et de conviction pour traduire tout cela en acte, en vérité. Hier, je me suis livré à un exercice somme toute assez délicat parce que, n'étant pas juriste, mais très amateur des sciences juridiques, de voir comment, très simplement, je pourrais présenter les enjeux du foncier rural en Côte d'Ivoire. Alors, dans un premier temps, j'ai essayé de présenter le droit foncier rural sous la colonisation, en disant qu'il était régi par 2 décrets notamment, qui sont des décrets coloniaux, qu'à partir de 1960, il y a eu une véritable volonté, effectivement, d'avoir une loi qui rationalise l'exploitation agricole. Donc la loi de 71, 33-8, qui, malheureusement, alors qu'elle a connu quand même 2 décrets qui ont été pris, n'a jamais été promulguée. Et je vous avais rappelé qu'en fait, la loi se lit toujours par rapport à la lettre, mais aussi à l'esprit. Et dès lors qu'il n'y a pas esprit
ou du moins il n'y a pas de lettre, puisque la loi n'a pas été promulguée, donc elle est lettre morte. Ce qui veut dire que de 60 jusqu'à 98, la Côte d'Ivoire était dans ce qu'on appelle un no man's land juridique, un vide juridique. Ce vide juridique, comme la nature a horreur du vide, il s'est substitué par une loi de fait qui s'est exprimée par un slogan: la terre appartient à ceux qui la mettent à valeur. Je vous ai donné un exemple, celui par exemple de nos frères compatriotes du centre, notamment de la région c'est du Bandaman, c'est ça, le barrage de Tabo. Voilà, d'accord. Et donc pour l'intérêt général, donc, qui ont été effectivement expropriés de leurs terres et ont été par conséquent indemnisés et se sont retrouvés à l'ouest, où, profitant de ce vide juridique-là, ont mis en valeur des terres dont ils pourraient se réclamer. Voilà donc le contexte dans lequel, en 1998, le législateur ivoirien a voté une loi dont la particularité est que pour une première fois, notamment pour les puristes du droit, une loi s'inspire des coutumes, de la tradition. Pourquoi? Parce que les puristes des sciences juridiques ont toujours opposé la coutume, la tradition, à ce qu'ils ont appelé la loi moderne, c'est-à-dire de source législative, donc parlementaire. Donc, c'est vraiment une véritable innovation qu'en Côte d'Ivoire, le législateur dise que la coutume, notamment en ce qui concerne le domaine foncier rural coutumier, a décidé de faire donc de la coutume une source de loi, au même titre que le Parlement en est une, au même titre que un référendum d'initiative populaire peut être aussi une source de loi. Je vous ai rappelé qu'en effet, l'article 1 définit très clairement les modalités de l'accession à la propriété en Côte d'Ivoire. Ne peut être propriétaire de terres agricoles en Côte d'Ivoire que l'État de Côte d'Ivoire, les collectivités et les Ivoiriens de nationalité, enfin les personnes physiques de nationalité ivoirienne. Je vous ai rappelé aussi que l'article 26 corrige néanmoins que ceux qui ont occupé, mis en valeur des terres avant la promulgation de cette loi étaient reconnus comme propriétaires à condition qu'ils se conforment à la procédure d'immatriculation des terres en question. Et puis surtout, j'ai souligné que l'article 3, notamment, à partir du moment où il caractérise le foncier relevant du domaine coutumier en disant que les terres sur lesquelles il est reconnu une pratique traditionnelle relèvent effectivement du foncier rural coutumier. À partir de ce moment-là, toute personne ne peut avoir accès à la propriété foncière relevant donc du domaine coutumier si elle ne peut pas justifier son lien matériel avec la coutume en question. Voilà. Très concrètement, vous êtes guéri, vous êtes marié à une femme Koyaka, vous pouvez accéder à la terre en pays Koyaka parce que vous avez un lien de consanguinité avec cette terre. Vous avez épousé une coutume qui est la coutume Koyaka. En dehors de ce droit-là, toutes les transactions antérieures sont nulles et nulles de droit et d'effet. Ce qui veut dire que, et
j'aimerais bien citer le président Alassane, quand il a pris le pouvoir, il avait dit qu'en fait, il y a des choses qui sont simples, comme le foncier, alors que tout le monde trouvait que le foncier rural, la nationalité, le foncier rural, ce sont des problèmes très complexes. Il a dit non, ce sont des problèmes très simples. Pourquoi ce sont des problèmes très simples? Parce que la loi est là. Il faut interpréter la loi, aussi bien dans la lettre que dans l'esprit. Voilà. Et donc, moi, je n'ai fait que interpréter hier avec vous la loi suivant la lettre et l'esprit. Dans quel esprit le législateur ivoirien a voulu faire cette loi de 98? Eh bien, c'est bien pour protéger les Ivoiriens de leurs droits fonciers face aux multinationales, parce que vous lirez très bien que nulle part il est dit que une personne ivoirienne de droit, ce qu'on appelle les personnes morales, ne peut pas avoir accès à la terre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Ça y est dans la loi, lisez comme moi. En tout cas, c'est le même texte. Moi, je n'ai rien inventé. Donc, c'est quand même une loi très intéressante. Et je pense que pour s'en sortir, il y avait quelques issues. C'est de dire, écoutez, vous qui êtes venus, qui avez bénéficié de l'usufruit, c'est-à-dire de la jouissance de ces terres-là, à un moment ou à un autre, il faut reconnaître la nue propriété sur ces terres-là, c'est ceux qui relèvent effectivement du domaine coutumier, ceux qui sont en relation avec le droit coutumier de l'espace en question. Autre possibilité, si vous êtes sur la terre, que vous avez planté ce qu'on appelle des produits de rente, effectivement, il est difficile, préjudiciable de demander à quelqu'un de couper ses pieds de cacao, de café. Et donc, on peut effectivement s'entendre sur la proposition d'une indemnisation, une indemnisation si vous voulez, mais en fait, fixer, et ça c'est la responsabilité de l'État. Je profite notamment de la présence d'un mandataire de l'État pour dire que, en effet, l'État a un devoir, tout au moins, de fixer un droit du bail amphithéotique. Parce que si ce serait de la jungle, si chacun peut dire, bon, écoute, tu as utilisé ma terre, elle ne t'appartient pas, alors tu me donnes 200 millions, par exemple. Ouais, parce que c'est son droit. On est dans le droit privé, donc il peut fixer ce qu'il veut. Alors, donc il appartient à l'État, effectivement, de dire, écoutez, on va fixer un minimum ou un bail moyen, parce qu'on est toujours dans le droit privé. Au moins ça tournera dans ce sens et il y aura toujours des correcteurs. Donc voilà un peu ce que j'avais exposé, et de dire que moi qui ai fait corps avec ce texte, j'ai dit que véritablement, comme le président Alassane, c'est un problème simple parce qu'en Côte d'Ivoire, véritablement, il n'y a pas de problème foncier. Ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est un problème économique, surtout aujourd'hui. C'est-à-dire que les propriétaires fonciers relevant du domaine coutumier aient les moyens maintenant d'immatriculer leurs terres pour qu'ils aient un droit exclusif sur ces terres-là. C'est là que se pose le problème. Alors j'ai conseillé, par exemple, qu'on collectivise, puisque la loi le reconnaît, puisqu'il estime que les droits coutumiers, les terres coutumières doivent être caractérisées par une pratique traditionnelle, et que la tradition, en fait, est une caractéristique forte d'un groupe social, et donc de l'homogénéité de ce groupe, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce sont des biens communautaires. Et tout bien communautaire est un bien en indivision. Et tout bien en indivision, pour être vendu, a besoin de l'accord de tous les indivisaires. Donc, aucun Guéré, aucun Yacouba, aucun Koyaka n'a vendu de la terre en Côte d'Ivoire parce que tous ces contrats sont nuls et nuls d'effet. Voilà. C'était la conclusion à laquelle je suis parvenu. Et donc, comme alternative, que l'État prenne ses responsabilités pour proposer un taux de bail amphithéotique. Deuxièmement, que ceux qui ne veulent pas du tout voir des non-ayants droit occuper leurs terres, se
décide à les dédommager pour qu'ils partent. Mais j'ai fait noter aussi que dans le droit, il y a une réciprocité. Vous occupez un bien qui ne vous appartient pas, c'est un abus. Donc vous avez abusé de la propriété d'autrui. Donc vous êtes aussi passif d'une amende. Et donc, en toute logique, celui qui a occupé par la ruse ou par la force une terre appartenant à des propriétaires coutumiers se doit certes d'être indemnisé parce que bon, ben, il a vite fait de planter du cacao et autres, mais en retour lui aussi doit indemniser les autres d'avoir occupé de force ou par la ruse des terres ou des biens ne lui appartenant pas. Donc voilà un peu l'exposé que j'ai fait et que j'estime que nous avons besoin de cohésion en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de lutter contre la pauvreté et que la terre est une richesse pour nous tous et que le bon sens peut bien l'emporter et que tout ce que j'ai dit, je n'ai rien inventé parce que j'étais dans la voiture aujourd'hui avec un de mes compatriotes qui me rappelle, mais écoute Calice, tu sais, même notre aîné Banzio est en train de faire exactement la même chose que tu nous as proposé. C'est-à-dire que Banzio, aujourd'hui, dans le Cavali, notamment le conseil régional qu'il dirige, il fait faire ce qu'on appelle une immatriculation collective des terres. Voilà. Donc, je n'ai rien inventé. Je demande que le bon sens l'emporte sur la mauvaise foi et que l'État de Côte d'Ivoire soit souverain dans sa décision. Et j'ai surtout noté que la nouvelle constitution, effectivement, à bien des égards, elle donne des progrès en termes de droit, notamment en constitutionnalisant le droit foncier rural. Mais j'ai aussi dit que je suis un peu circonspect que les modalités de réforme de cette constitution soient un tout petit peu légères, parce que il est bien dit qu'en effet, pour modifier la nouvelle constitution, si elle est votée d'aventure, il faut passer par le référendum, mais l'exécutif a la possibilité de passer par le Congrès, c'est-à-dire qu'il va réunir la Chambre parlementaire et la Chambre du Sénat, en sachant quand même que le Sénat, dans cette constitution, le président de la République se réserve de nommer un tiers quand même des membres. Hein? Donc ça biaise un peu le jeu. Voilà. Ça, je l'ai fait aussi remarquer. Et le droit, si ce point ne peut pas être protégé, parce que Alassane peut être de bonne foi, mais celui qui vient après Alassane peut ne pas être de bonne foi. Excusez-moi, je n'ai aucun parti plus politique, je ne fais qu'un exposé purement scientifique. Voilà. Donc, si vous avez des questions, pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais laisser le temps à mon ami, parce qu'effectivement, j'avais ouvert sur lui la possibilité, et pour qu'il y ait plus d'efficacité, à utiliser non seulement des outils de communication, dont le lobby est quelque chose d'essentiel. Monsieur le consul, représentant de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Suisse, monsieur le parrain, monsieur le président du forum, souffrez que je pense qu'on est un conclave. Le conclave, c'est comme si on était dans un bois sacré. Nos décisions et conclusions devraient rester en principe aussi secrets. Les officiels, j'aurais souhaité de ma part que les officiels soient là hier pendant l'ouverture pour juste vous dire que les ouais, nous sommes venus de partout. D'autres de la Côte d'Ivoire, de l'Allemagne, moi personnellement de Paris, de l'Italie. On est venus de partout pour se retrouver en famille, en conclave, pour trouver des solutions aux maux qui minent notre communauté. Et c'est important. Souffrez que je ne sois pas exhaustif sur certains points. Les décisions,
je souhaite que ça soit interne. Mais, comme vous êtes là, le ouais, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Donc, face à tout ça, on a deux choix. Soit, ensemble, on se met ensemble, on conjugue nos énergies, nos forces pour trouver des solutions à ces maux qui minent notre communauté et prospérer, ou on garde la division et on mourra tous ensemble comme des idiots. Nous, on a opté pour ce premier choix. Se retrouver et réfléchir ensemble. Mes aînés ont développé, Antoine a parlé hier des forces et faiblesses de la diaspora ouais, même du ouais même, en général. Calice est revenu sur la problématique du foncier rural, parce que c'est un problème chez nous. Moi, j'ai parlé du lobby web. Aujourd'hui, une communauté, à un certain moment donné, vu qu'on a beaucoup de problèmes, on a des problèmes, nos terres sont occupées, nos biens nous ont été dépossédés, la pauvreté est grandissante, on estime que pendant cette crise, nous avons perdu le plus lourd tribut, on a été massacrés. Nous-mêmes, on manque de cohésion et d'unité. Il y a beaucoup de problèmes. Aucune structure qui puisse coordonner les actions de la diaspora et des ouais au plan national en Côte d'Ivoire. Face à tout ça, on a décidé de se retrouver. De se retrouver pour réfléchir. Parce que, après les 2 grandes guerres mondiales, on a vu comment les Juifs ont fait pour être respectés au plan international. Donc, comme des Juifs de la Côte d'Ivoire, nous nous retrouvons pour trouver des solutions. Je suis venu exposer sur le lobby web, quelle approche. Comme je l'ai dit, un peuple, une communauté, à un certain moment donné, vu les difficultés qu'elle traverse, peut créer des groupes d'intérêt, des groupes de pression pour proposer aux décideurs, au Parlement, aux institutions d'un pays, proposer des revendications, proposer des doléances et ensemble utiliser tous les moyens légaux à leur disposition pour faire entendre leur voix, leurs revendications, pour infléchir certaines lois, certaines décisions, dans leur intérêt bien sûr. Comment faire en sorte que le web, quelle que soit sa situation géographique dans le monde, puisse être respecté. Donc, j'ai proposé plusieurs solutions. Et si nous sommes revenus ce matin, c'est après toutes ces propositions, nous sommes arrivés à la conclusion. Il faut retenir certains points assez rapidement, tirer une conclusion pour tout ce conclave-là et prendre un communiqué final. Ensuite, permettre au secrétariat, aux organisateurs de faire un compte rendu détaillé à la suite. Nos décisions, comme je le dis, resteront internes. On a souhaité que le forum s'étende au-delà de la Suisse, que la Belgique, France
que toutes ces structures web, parce que nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes des personnes de valeur, nous sommes représentatifs en fait dans la communauté web. Des personnes, des présidents d'associations, d'ONG, de fédérations, de conseils, des web qui se sont réunis ici en Suisse, terre de stabilité, de paix, pour réfléchir ensemble. Donc, un rapport complet de ce conclave sera rédigé. Nous souhaitons la formation d'un comité de suivi, juste après pour un comité de suivi des décisions de ce conclave. Le conclave sera tournant. Espérons que l'année prochaine, Paris reçoive, c'est une doléance, reçoive le conclave pour aussi faire en sorte que, parce que nous avons plusieurs leaders au sein de notre communauté, comme le parrain, M. Céredo Célestin, aujourd'hui, adresser des courriers de coparrainage aux autres leaders. Ouais, il y a beaucoup de leaders, pour que ça soit l'affaire de tous, pour que nous ne manquions pas de légitimité au plan national. On va officialiser rapidement, on va immatriculer ou bien rendre officiel ce conclave, pour que ça soit une structure crédible, officielle, assez rapidement. Donc, pour ne pas manquer de légitimité, des courriers seront envoyés aussi à toutes les structures web de Parlement pour les informer. Voilà, chers consuls, chers parrains, le peu que j'avais à dire, souffrait que nos décisions, ensuite on rentrera dans le huis clos pour que nos décisions retenues soient mentionnées dans le communiqué qu'on va faire à la fin de ce huis clos. Ensuite, le rapport définitif vous sera communiqué. Et est-ce qu'on doit envoyer aux officiels et est-ce qu'il doit rester en interne? Je vous remercie.